Je commence une conférence pour les journées paysannes et c'est assez curieux d'avoir à parler aux journées paysannes sous une modalité de nuit digitale. Voilà, c'est vraiment la grande contradiction de cette situation, de ce sort qui nous est fait, où nous sommes condamnés à ce que Heidegger appelle le sans distance, c'est-à-dire où l'on n'est ni loin ni proche. Quelle est la nature de quelqu'un qui parle via le réseau? Voilà, il a l'air d'être devant nous, de s'adresser à nous, mais en fait il est plus loin, ça c'est sûr, mais il n'est pas non plus proche. Et cela alors même qu'il s'agit de penser l'acte du paysan qui, lui, suppose nécessairement la proximité, la contiguïté même. Euh, la distanciation sociale ne marche pas avec le soin que l'on doit porter à la vigne, par exemple. On ne cultive pas les fruits de la terre par Internet. On ne peut pas non plus se satisfaire de nourriture digitale. Et donc on peut craindre que la parole qui n'est pas dans la proximité, cette parole qui passe par le réseau, même par l'enregistrement dans le cas précis, ne puisse pas être une semaille. Ouais. La semence suppose quand même une certaine proximité. Et d'ailleurs, c'est pas simplement la proximité du geste du semeur, c'est aussi le fait que la terre a été choisie, que l'on n'est pas en train de jeter, vous voyez, les graines à tout vent. Et quand on ne sait pas à qui on s'adresse, quand on est face à un enregistrement, vous voyez, voilà, s'adresser à tout le monde, ça peut tomber dans toutes les mains, dans toutes les oreilles. Et donc, c'est comme si on s'adressait à personne et que l'on se risquait toujours nécessairement au malentendu. Ce que je dis là, c'est précisément ce que dit Platon, vous savez, dans ce dialogue, le Phèdre, où il opère une critique de l'écriture. L'écriture, c'est déjà la première technologie, c'est-à-dire un logos qui est pris dans une technique, qui est l'écrit, donc vraiment le premier technologos, avec une première ambiguïté de cette intelligence artificielle, qui est le fait que ça parle, un livre, ça parle, et pourtant personne ne parle. Personne n'est là pour parler. Et donc il va s'adresser de la même manière à n'importe quel interlocuteur. Si on lui pose une question, il répète toujours la même chose. Et c'est très intéressant pour expliquer l'aberration de cette situation, ou le fait plutôt que la parole écrite n'est pas la parole la plus vivante, qui est une parole adressée, eh bien, il fait une comparaison avec l'agriculteur. Justement, Socrate dit « L'agriculteur qui a du bon sens, s'il a des semences auxquelles il tient et dont il souhaite obtenir des fruits, ira-t-il sérieusement les semer en plein été et au hasard, dans des jardins d'Adonis ?» C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, pour le plaisir de voir ces jardins devenir superbes en 8 jours. Vous voyez, des jardins d'agrément, on voit les choses pousser, mais ça ne risque pas de donner du fruit. Et à supposer qu'il le fasse, ne sera-ce pas par jeu, ou pour célébrer une fête, mais ce n'est pas sérieux, c'est du jeu. Mais pour les semences dont il souhaite faire un usage sérieux, il suivra les règles de cet art qui est l'agriculture, et après les avoir semées dans le terrain approprié, voyez, il se réjouira si au bout de 8 mois, tout ce qu'il a semé est arrivé à maturité. Donc vous voyez, refus de l'immédiateté, le 8 jours, communication par les réseaux, on buzz, ça va très vite. Non, on passe de 8 jours à 8 mois, et la patience qu'il faut. Mais en plus, le fait de ne pas jeter n'importe comment les semences, de choisir, voyez, la terre appropriée. Alors vous voyez, c'est très intéressant. L'opération agricole sert ici de métaphore, en tout cas de parallèle, plus même que de métaphore, à ce qui serait le juste enseignement par la parole. Est-ce que c'est arbitraire? Vous
savez, c'est le fait que l'agriculture soit prise comme modèle. Et ici, vous voyez, modèle de la parole adressée. Le philosophe doit s'adresser de la bonne manière en fonction de son interlocuteur, de la même façon que l'agriculteur va mettre des semences dans la bonne terre, en ayant choisi la bonne terre. Et, deuxièmement, il sera patient. Et il ne voudra pas avoir tout de suite une floraison. Pourquoi est-ce que cette image revient si fréquemment, finalement? Pour penser les choses de l'esprit. C'est le cas dans le célèbre passage des Tusculanes de Cicéron, où la philosophie est appelée cultura animi, la culture de l'esprit. Et c'est à partir de ce passage-là que le mot culture est passé justement dans les choses de l'art et de l'esprit. On a inventé le culturel, qui a un ministère de la culture qui n'est pas le ministère de l'agriculture. Mais l'origine est toujours une comparaison, et Cicéron encore fait cette comparaison pour dire, effectivement, certains ont pratiqué la philosophie mais ne sont pas devenus des personnes honnêtes, et ça n'a pas marché parce qu'il ne suffit pas de semer, ni même d'arroser, ni même de cultiver, il faut qu'il y ait une bonne terre. Et encore comparaison avec la question de la bonne terre, qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'Évangile avec la parabole du semeur. Voilà pourquoi ces remarques en préambule du sujet que je veux aborder, mais on est déjà dans le sujet que je voulais aborder, l'intitulé de cette conférence, c'est « L'espérance de la terre », avec bien sûr une impiété apparente, puisque ce qu'on espère, ce que nous fait espérer l'espérance théologale, c'est le ciel. Vous parlez d'espérance de la terre comme étant l'objet de l'espérance, c'est problématique, et on pourrait penser qu'on est dans une régression païenne, dans une religion cosmique, cette religion cosmique qui nous renvoie à une sagesse du monde plutôt qu'à la loi ou à la parole de Dieu. Et néanmoins, peut-être que ce génitif, il faut l'entendre comme le génitif subjectif d'une part. Vous voyez, cette espérance vient de la terre. Enfin, elle nous est donnée par Dieu, mais ce sont des êtres terrestres qui espèrent. Hein. Et même, il est dit dans le psaume 84, ce passage que je trouve admirable, qu'on reprend pour penser justement le mystère de l'incarnation aussi, « La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice ». Et on ne peut pas aboutir à une parfaite justification à partir de la terre, mais la vérité germe de la terre. Le donateur du ciel est aussi le créateur de la terre, et même si la terre n'est pas le terme, elle est le germe. La vérité germera de la terre. Et même, on retrouve, vous voyez, la comparaison. Pour dire les choses les plus spirituelles, là encore, on s'intéresse à quoi? Quelle image? L'image de la germination. Ce à quoi le paysan est particulièrement attentif. Donc encore une fois, ce qui se voit dans l'agriculture donne une image du mode de déploiement du royaume. Ça revient, je ne vais pas vous énumérer tous les passages de l'Évangile où ça revient. Donc vous voyez, cette vérité, elle germe de la terre. Et je voulais ajouter cette autre chose, toujours un peu en introduction là au sujet même. L'espérance théologale, qui a pour siège la volonté, vous savez, la volonté humaine, elle est quand même nourrie aussi de passion, d'élan sensible. Donc l'espérance théologale, pour être humaine, a besoin d'images sensibles. C'est une question qu'avait posée d'ailleurs le grand historien Jean Delumeau, disant qu'il y avait une perte du sens des fins dernières, du paradis, pas tellement parce que ça disparaissait de la prédication, mais aussi parce que les images du paradis avaient disparu. Elles apparaissaient trop naïves, vous voyez, des jardins, des êtres qui dansent, comme chez Fra Angelico, et que désormais, à partir de la piété moderne,
notamment avec Thérèse d'Avila, si vous voulez, la béatitude est pensée plutôt comme un état subjectif. Et on ne voit plus le lieu de la béatitude. Ce qui fait que ça devient plus abstrait, plus intérieur sans doute, mais en même temps, notre piété manque de nourriture. Parce que nous sommes des êtres de chair et parce que notre connaissance part du sensible. Il y a un très beau passage de Paul Claudel dans Réflexion, introduction à un poème sur Dante. Il cite d'ailleurs un autre auteur, un écrivain anglais qui s'appelle Gamble, que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs moi-même. J'ai cherché la citation originelle sans jamais la trouver. Voilà ce qu'il dit. « Toute espérance repose en grande partie sur l'appui que lui fournit l'imagination. Si nous ne pouvons nous faire une conception réelle de la chose que nous désirons, nous sommes disposés à l'éloigner de notre esprit et à la placer hors du champ de notre intérêt actuel. » D'où l'importance, pour nourrir la foi, de la poésie, d'où la modalité même de l'expression biblique, qui n'est pas conceptuelle, qui passe par des images, et des images prises à la terre, et des images prises précisément aux opérations agricoles. L'obscure opération de germination qu'accompagne la culture est l'image de l'obscure opération divine que doit accompagner notre liberté. Et c'est pour ça que cette référence à la terre, c'est pour ça qu'elle est fondamentale, même pour l'espérance, voyez, et que les paraboles qui nourrissent notre espérance sont des paraboles qui nous renvoient au travail de la terre. La perte de l'imaginaire agraire est une perte pour l'imagination du ciel. Parce que cet imaginaire est l'imaginaire toujours nourri d'espérance. Et cette perte, elle est très grande dans notre époque. Nous vivons éloignés des opérations agricoles qui formaient l'arrière-plan des mentalités d'autrefois. On pouvait faire n'importe quel autre métier, je veux dire, on n'était pas forcément paysan, mais il y avait toujours, voyez, ce rapport à l'arrière-plan, à l'agriculture, à tel point que tout l'édifice scolaire a été conçu en fonction des rythmes du monde agricole. Pourquoi est-ce qu'on a des vacances en été ? Parce que c'est le moment des moissons. Parce que c'est le moment, en tout cas, du travail de la terre, où on va récolter les fruits, on va récolter les légumes, etc. Donc, on devait aller aux patates et il fallait ne pas aller à l'école à ce moment-là. Les rythmes de l'école ont été fondés sur le rythme des saisons agricoles. Donc, perte. Et la perte est encore plus forte en ces temps liés à la peste, où la pandémie nous a confinés, où nous confine encore du reste, et où elle a favorisé les entreprises numériques. Et on a beaucoup parlé de ça, de cette pandémie qui a été une aubaine pour le capitalisme digital. De la même façon, on pourrait dire que la peste noire a été une aubaine pour la naissance du capitalisme, en rassemblant beaucoup d'argent dans un petit nombre d'héritiers qui, comme il y avait peu de main-d'œuvre, eh bien, ils ont dû travailler, pousser à l'invention des machines, etc. Et donc la structure du capitalisme apparaîtrait, il y a eu des thèses sur lesquelles elle apparaîtrait avec la peste noire, son extension au Nouveau Monde, et l'or du Nouveau Monde va venir en Europe et développer permettre des liquidités qui vont développer encore le capitalisme moderne. Bien, son extension est aussi liée à la variole et au typhus que nous avons communiqué. Pourquoi est-ce que la pandémie est allée dans ce sens-là, si vous voulez ? Elle a détruit les populations d'Amérique et laissé un espace, on pourrait dire, dévasté, mais prêt à recevoir la colonisation occidentale, etc. Vous voyez, la peste, souvent, a travaillé avec le capitalisme. C'est très curieux. Mais il n'y a pas que ça. Parce que cette pandémie nous a rappelé aussi qu'on devait toujours se nourrir. C'est ça le commerce essentiel.
Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait, même s'il y avait un développement du monde digital, une résistance plus forte de la petite communauté, de l'oikos, du petit domaine. Et les gens qui étaient réunis dans une petite communauté, avec un potager, avec quelques animaux, ceux-là, finalement, se sont retrouvés plus à l'abri que les autres. Plus à l'abri de différentes manières. D'une part, parce que la vie communautaire était maintenue, parce qu'on pouvait se couper davantage du monde en ayant une certaine forme d'autarcie alimentaire, etc. Et donc le confinement n'était pas un enfermement ni un isolement pur et simple, mais aussi parce que ce rapport à la terre permet de conserver le réalisme. Ce qui a été terrible dans cette épidémie, c'est, si vous voulez, l'amplification de la viralité microbienne par la viralité numérique, de telle sorte qu'on perd le sens des choses. On ne sait plus ce qui se passe déjà. Une épidémie, c'est un événement, donc on est déconcerté, mais en plus, il y a cet effet d'amplificateur du numérique, boule de neige, mais aussi écran de fumée. Hein. Et donc, on est dans une situation où on perd le sens des réalités. On ne sait plus ce qui se passe. Alors que celui qui est encore dans son oikos, avec un rapport à la terre, continue de voir ce qui est l'ordre de base du réel. Il y a des saisons, les choses poussent encore. Il y a encore une générosité de la nature, même si cette nature nous envoie des épidémies et des tsunamis, mais il y a aussi une générosité de la nature que l'on peut voir. Ça a été le cas d'ailleurs du premier confinement. Hein. Celui qui est arrivé après en hiver était plus difficile, mais ce confinement qui est arrivé au printemps, il était plus tenable parce qu'on avait encore ce rapport aux choses qui poussent. Et ce réalisme-là permet de sortir aussi bien de la psychose sanitaire que de la paranoïa complotiste. Parce qu'on n'est pas pris, vous voyez, dans cette sorte de surenchère, de la double viralité, de la viralité exponentielle, si vous voulez, du virus et du buzz numérique sur l'information sur le virus. Donc on peut penser que dans cette situation-là, la pandémie révèle en fait deux possibilités et même aggrave une fracture entre la numérisation et l'enracinement, finalement. Ceux qui étaient enracinés, qui n'avaient pas besoin d'une mobilité très grande, qui avaient leur... Vous voyez, ils tiennent. Qu'est-ce que ça change? Même à la limite, pas grand-chose. Mais ceux qui ne le sont pas sont dans une situation problématique. Et on pense que le salut est du côté de la numérisation. Alors, ce que je voudrais maintenant, pour développer cette question du rapport à la Terre et de l'espérance contenue dans la Terre, c'est essayer de comprendre comment on est arrivé à cette vision moderne qui a éclipsé, on pourrait dire, le paysan. Que le paysan soit un rustre, un bouseux, etc., bon, ça c'est pas un problème. Je veux dire, c'est pas d'ailleurs forcément faux. Je veux dire, c'est pas la question. La vraie question, c'est à partir de quel moment le monde a basculé jusqu'à croire que le cœur de la question économique, c'était l'argent, et même au-delà de l'argent, finalement, l'information digitale, le bitcoin, finalement, qui est l'avenir, d'une certaine façon, apparemment, hein, de la non-économie ou la pseudo-économie postmoderne. Je pense qu'on peut trouver une compréhension de cette vision moderne de l'état de paysan chez celui qui est sans doute le plus grand philosophe moderne, celui chez qui la modernité se déploie avec tout son
son sens, on pourrait dire, de l'histoire, du progrès, de l'avènement de l'esprit sur la Terre, à savoir Hegel. Or, Hegel, dans ce texte qu'on appelle la philosophie de l'esprit de Iéna, c'est-à-dire les travaux préparatoires à la phénoménologie de l'esprit, à ce qui sera après sa grande œuvre, réfléchit vraiment sur la manière dont, c'est un des premiers à penser ça, avant Marx, notre manière de transformer le monde, nos modes de production, finalement, impliquent une certaine manière de voir le monde. Et donc, une certaine manière aussi de se saisir soi-même. Et à partir de là, il va comparer trois états, je vais en rajouter un quatrième parce que parfois on peut le voir dans ces textes, l'état du paysan, l'état de l'artisan, qu'il appelle aussi l'état bourgeois, l'état du marchand et l'état du financier. L'état du paysan, c'est l'état d'un homme qui est ancré à la terre et qui n'a pas un grand sens de sa liberté. La conscience qu'il a de lui-même n'est pas celle d'un homme libre parce que c'est un être enraciné qui est soumis au dynamisme naturel, aux saisons, aux germinations. Il ne peut pas faire de business plan, il n'a pas la liberté du businessman parce que justement, il y a un ordre qui s'impose à lui. Il ne peut pas faire une chaîne de montage et accélérer la performance parce qu'il y a des rythmes de la nature. Donc, c'est un homme qui est comme collé à la terre. Et c'est pour ça qu'il n'a pas encore la plénitude de la liberté et de la spiritualité, d'après Hegel. Ajoutez à cela que c'est un taciturne. Il faut d'ailleurs se méfier des jeunes blessés par la société et qui veulent retourner à la nature, un peu à la Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ça s'est mal passé à la cour de Versailles, il s'est fait humilier, il n'a pas eu la reconnaissance de Rameau en musique et de Voltaire en littérature, et à cause de ça, vous voyez, il explique que les institutions sont l'origine de la corruption des hommes, et qu'il vaut mieux vivre une solitude voilà, au milieu de la nature, d'une certaine façon. Oui, c'est sûr que quand on s'est engueulé avec sa femme, eh bien, on trouve du repos auprès de ces plants de haricots. Il n'y a pas à discuter avec eux, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... C'est reposant. Mais en même temps, on n'est pas dans l'ordre, dans le lieu de la parole, de la conversation. Il y a un rapport à la nature, il y a un rapport avec l'ordre de la nature, et on peut imaginer, bien sûr, qu'il s'agit d'une conversation avec le créateur de la nature. C'est vrai, il y a cet ordre-là. Mais Hegel fait quand même cette remarque qui est pertinente. On n'est pas face à des créatures parlantes. Ça, c'est... Et donc, c'est pour ça que l'état du bourgeois est un état supérieur. Alors, le bourgeois est aussi sédentaire, mais il est en ville. Les rapports de ville, de rencontres, la rue, ça forge les bienséances, la politesse. Ça vient de politesse, de la cité, l'urbanité. Pourquoi est-ce qu'on parle de civilisation ? Pourquoi est-ce que c'est précisément l'état de celui qui est dans la civitas, dans la cité ? Et puis, son rapport à la nature est autre. Là, il en a besoin encore, mais la nature lui fournit désormais des matériaux. Et bien sûr qu'il va imiter la nature dans son opération, mais il n'est pas dépendant du dynamisme de la nature elle-même. Il n'attend pas que ça pousse. Il a une planche de bois et il la sculpte. Et il la taille et à sa guise. Donc, il gagne en liberté. Et ça, c'est déjà par rapport aux paysans. C'est ça la pensée de Hegel. Mais au-dessus du bourgeois, encore, il y a le marchand. Alors, le marchand, c'est l'homme de la mobilité. Il va amener les choses d'un endroit à l'autre. Donc, de la translation des marchandises, du transport, mais aussi de la traduction, parce qu'il ira d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre. Vous voyez, l'ouverture, l'arrachement au terroir, l'ouverture au monde. Le sens du monde
Pas le sens de la terre, hein. Le sens du monde, c'est le marchand qui va l'avoir. Il habite un port, il habite un carrefour commercial, et les choses, désormais, avec lui, ne sont plus seulement des choses, deviennent des marchandises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des entités qui existent d'une part dans la parole, parce que c'est des entités qu'il va falloir échanger. Et pour échanger, il faut parler, il faut marchander, un échange de paroles. Et puis, bien sûr, une conversion des choses dans leur équivalence monétaire. Oui, la parole est d'argent. La parole est l'argent. Et c'est l'homme qui va, bien sûr, donc savoir converser, valoriser les choses qu'il vend, et même qui va rapporter des récits exotiques, puisqu'il vient de loin. Et là, vous voyez, le degré d'indépendance de l'homme à l'égard de la terre semble évident pour Hegel. C'est pour ça que le marchand est plus libre. Et au-dessus même du marchand, il y a carrément le financier. Le marchand transportait des étoffes, des pierres précieuses, rares, des choses qui venaient de loin. Même si ces choses devenaient des marchandises, il y avait encore des choses. Mais le financier, lui, n'opère plus que sur des chiffres. Son travail devient un pur travail mental, intellectuel, et c'est pour cela qu'il est la manifestation la plus haute, pour Hegel, de l'esprit. C'est-à-dire, au-dessus du financier, il y a moi, il y a le philosophe, quoi. En termes de degré d'abstraction, si vous voulez. Et c'est pas faux, ce rapport au monde du financier. Je pense au texte de Paul Claudel, aux grandes pièces de Claudel qui s'intitule L'échange, où il y a un personnage d'homme d'affaires américain qui s'appelle Thomas Pollock Nageoire, qui chante son rapport à l'universel, au monde, parce que c'est un homme de marchandises et de banques. Vous voyez, j'achète tout, je vends tout. Il a un rapport à tout. Si vous avez de vieux souliers à vendre, apportez-les-moi. Il a un rapport à n'importe qui. Donc pas à tous seulement, mais à tous. Rien n'est pour rien. Toute chose a son prix. Les choses n'existent que pour le prix, et pour autre chose. Mais est-ce que vous n'avez jamais vu ma maison de New York? Au milieu est la caisse, et à droite est ma banque, et à gauche l'office de fret et d'armement. Et en haut, c'est là que je suis, et là est le service télégraphique. Toc, tac, tac, voilà Chicago, voilà Londres, voilà Hambourg, et je suis là, comme au milieu de mains qui font des signes, comme quelqu'un qui écoute et comme quelqu'un qui demande et qui répond. Vous voyez, position d'apparente souveraineté de l'homme d'affaires. Et en même temps, Pollock Nageoire a quand même, ce personnage de Claudel, a quand même l'honnêteté d'avouer que ce qu'il manie ne cesse de fuir ses mains. Car ce qu'il manie, ça n'est que le chiffre des choses. Ça n'est que l'équivalent monétaire, ce ne sont que des comptes. Oh, il n'y a pas de riche dans le commerce, c'est mon compte dans l'inventaire, voilà tout, c'est un chiffre dans la liquidation. Donc cette ivresse d'être un être souverain, global, mais en même temps on ne tient plus rien. On ne tient plus rien en main. Alors, vous comprenez que dans ce que dit Hegel, il y a quelque chose de vrai. Il ne faut pas récuser, par exemple, la force de la marchandisation. J'ai souvent expliqué que quand une chose qui a une valeur d'usage devient une marchandise, qui a une valeur d'échange, tout d'un coup, elle aurait saisi dans un échange de paroles, et un échange de paroles où il s'agit de trouver la bonne équivalence dans la transaction, dans le troc, ce qu'on appellera le juste prix. Et pour arriver au juste prix, il faut aller loin. Il faut presque ce que j'appelle un échange autobiographique. Voilà, Jean, tu as une montre, j'aimerais bien que tu me passes... Moi, j'ai pas de montre, j'ai qu'un téléphone portable, j'en ai marre. Maintenant, pendant le carême, je ne veux pas utiliser mon téléphone portable, mais comment est-ce que je vais avoir l'heure, puisque je connais l'heure par le téléphone portable, donc il me faut cette montre tout de suite. Alors, la question, c'est,
il va me dire, oui, mais moi, cette montre, je l'ai de mon grand-père. Donc, elle coûte très cher. Pour moi, je ne peux pas m'en séparer comme ça. Et je dis, oui, mais moi, tu te rends compte, moi, je suis directeur de l'Institut Philanthropos. Toi, tu es mon étudiant. Donc, je veux dire, si tu veux avoir des cours à l'heure, si tu veux, moi, c'est à moi qu'il faudrait que tu... Au moins, il faut que tu me la passes pendant ce temps-là. Oui, mais tu comprends, alors le dédommagement... Vous voyez, si on veut vraiment arriver au juste prix, on est obligé d'aller très loin sur les besoins mutuels et même sur l'histoire de l'attachement à l'objet qu'on pourrait avoir. Vous voyez, et donc, on entre dans des choses très profondes. Il ne faut pas mépriser ce mouvement que j'appelle la marchandisation. Ce qui est faux, ce n'est pas la marchandisation. C'est-à-dire, vous voyez, ces hommes qui marchandent entre eux et qui sont dans des échanges de paroles comme on les voit au souk. C'est un lieu profondément humain. Non, ce qui est grave, c'est l'idée du marché autorégulateur. Évidemment, où il n'y a plus de parole des hommes, où on entre dans des endroits où les prix sont fixés définitivement. Et c'est-à-dire un marché où il n'y a plus de marché. Donc Hegel a raison de penser que dans le rapport à la marchandise, il y a quelque chose, il y a une élévation humaine. Ça, c'est indéniable. Mais il est dans une anthropologie qu'on peut appeler dualiste. C'est-à-dire, quand c'est trop manuel, c'est pas assez proche de l'esprit. Et lui, Hegel, qui est un intellectuel, est plus proche, bien sûr, de l'esprit. Bon, ça a l'air d'aller de soi, mais enfin bon, c'est pas tout à fait la tradition bénédictine, vous voyez, c'est même pas la tradition évangélique, puisque le Verbe de Dieu, la sagesse incarnée, est charpentier, c'est un travailleur manuel, c'est pas un intellectuel. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs que le Verbe ne se soit pas fait intellectuel. Ça en dit long sur la faiblesse des intellectuels et sur le danger de l'idéologie. Enfin bon, bref, cette opposition qu'il y a entre le charnel et le spirituel, et cette opposition-là qu'il y a entre la terre et l'esprit, chez Hegel, ou entre la terre et la liberté, va aboutir au fait que la liberté humaine se fait en se détachant de la terre, en se gagnant une indépendance à l'égard de la terre, et à partir de ce moment-là, il y aura dans la modernité une crise environnementale majeure. La terre n'étant plus qu'une sorte de ressource indéfinie, dont on ne connaît même plus l'ordre, qu'entrevoit encore le paysan, l'exploitant agricole, mais finalement on ne connaît plus cet ordre. Donc on s'en détache, ça devient juste un stock pour notre industrie d'une certaine façon, pour nos transactions financières, pour nos spéculations financières. Et donc la vision de Hegel ignore l'environnement et ignore l'esprit qui est contenu dans la terre finalement. C'est par éloignement de la terre, finalement, qu'on se spiritualise. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'ordre spirituel dans la terre. Elle n'est là qu'à titre de fournisseuse de matériaux. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Et cette modernité-là, cette vision moderne s'est effondrée. C'est pour ça que, ne serait-ce que par l'imminence de l'effondrement lié aux catastrophes écologiques en cours, ce qui est promu aujourd'hui, c'est un certain retour à la terre. Alors tout de suite, dès qu'on dit retour à la terre, on pense au discours du maréchal Pétain, vous voyez, discours réactionnaire, discours, même si ces discours d'ailleurs... La terre ne ment pas. Ces discours étaient écrits par un juif, Emmanuel Berle, il faut s'en souvenir quand même. Mais voilà, cette question du retour à la terre, de quoi s'agit-il? Et est-ce que finalement le retour à la terre est un thème néo-païen ou est-ce que c'est un thème chrétien? C'est la grande question. On est d'accord pour dire qu'il y a une erreur de la modernité, mais il faut ne pas tomber dans un retour de balancier, régresser, si vous voulez, dans quelque chose qui serait un néopaganisme, une religion de la terre. Sachant que les religions de la terre ne sont pas des religions pour la terre. Ou si vous préférez, les religions de la terre ont été la base de la modernité qui a cru que la nature produirait des ressources sans fin. Parce que ces religions de la terre voyaient le cosmos comme un ordre intangible, invulnérable.
la nature était invulnérable. Vous voyez, et ça, c'est une découverte qu'on a faite dans la modernité, finalement. Le cosmos a un commencement et une fin. Le cosmos va disparaître. Il ne peut pas nous livrer, justement, le sens d'un ordre définitif, ni même d'une justice, ni même d'une vitalité éternelle. Donc, bon. Alors, bien sûr que face au déracinement qui est promu par la modernité, par ce goût de la mobilité, de la spiritualité hegelien, ce que l'on va prôner, c'est l'enracinement. Il y a voir le célèbre texte de Simone Weil qui s'intitule « L'enracinement ». Mais quel est cet enracinement? Et est-ce que la Bible nous parle d'abord d'enracinement? Une première analyse, ce serait de tomber, et c'est ça le retour de Balancier, dans ce qu'on pourrait appeler l'autochtonisme. Sachant que dans autochtonisme, c'est vraiment ce qui sort, ce qui vient soi-même de la terre, le côté chtonien. C'était une idée qu'on trouvait chez les Grecs. Vous savez qu'il y a le mythe d'Érictonios, qui était un des rois d'Athènes, le père des Athéniens, et qui, la mythologie le raconte, sort directement de la terre. Donc vous voyez, je suis né ici, c'est ma terre, je suis enraciné. L'homme aurait des racines, pas des jambes, vous voyez, ou les jambes, ce seraient des erreurs, il faut les enraciner. Le modèle, c'est l'arbre. Et c'est pour ça que ce personnage, Érictonios, qui veut dire vraiment, qui renvoie à un mot qui veut dire presque né de la terre tribale, vous voyez, c'est ça qui est en jeu. On est d'ici, on ne bouge plus. Alors, vous voyez, cette vision qui est la vision, on pourrait dire, d'une défense rigide et fixiste, on pourrait dire, du terroir. C'est une vision qui est très problématique. Et déjà, qui est une vision récusée par les latins. Les latins ont pour figure un migrant. Le père de la latinité, c'est Énée. Énée quitte Troie, dévastée précisément par les Grecs, au nom d'une histoire de femme, et donc il va chercher un lieu où s'implanter. Oui, il n'est pas issu de la terre. Et les Latins ne sont pas issus de la terre où ils sont nés. Ils ont une origine étrangère, curieusement. Et la pensée des Latins, c'est la pensée non pas de l'enracinement passé, là où j'ai mes racines, mais là où je vais prendre racine, où on pourrait dire, plutôt qu'une pensée de l'enracinement, une pensée de la culture. J'habite non pas l'endroit où j'ai mes racines, mais j'habite vraiment l'endroit que je cultive. C'est un Algérien qui arrive en France et qui cultive la langue française, qui lit Bossuet et Flaubert, qui s'attache à cette langue et à son histoire, eh bien, c'est lui qui habite la France. Et c'est pas le petit Français qui ne voit que des séries Netflix. Ouais. C'est la thèse des Latins. C'est la légitimité vient de la culture. Et c'est pour ça que il y a des colonies latines. Le colon, c'est celui qui colère, qui cultive. Il est légitime parce qu'il va cultiver le sol que l'autre ne cultivait pas. C'est ça la thèse latine. Et c'est pour ça que les Latins pensaient qu'appeler un homme cultivateur, c'était la louange la plus haute. C'est ce que dit Caton l'Ancien. Lorsque nos ancêtres voulaient louer un bon citoyen, ils lui donnaient les titres de bon agriculteur ou de bon fermier. Ces expressions étaient pour eux la dernière limite de la louange. Et Cicéron dira même que la seule activité digne d'un homme libre, Cicéron lui-même avait des villas, des domaines, et il était
patron de domaine agricole, c'est normal, même s'il était consul, mais parce que c'est la seule activité digne d'un homme libre. Il cultive, d'une part, mais en plus, il est capable de se nourrir. C'est quoi un homme libre? C'est quelqu'un qui arrive dans l'espace public en n'étant pas un mendiant. Si vous arrivez dans l'espace public et que vous avez faim, vous êtes prêt à toutes les compromissions. Mais si vous avez de quoi vous nourrir vous-même, alors vous arrivez en homme libre. Alors, pour qu'une telle chose soit possible, il faut avoir des esclaves. Bon, ça c'est le problème du monde latin. Encore des esclaves chez les Grecs. Mais malgré tout, vous voyez, l'idée que, comme l'homme a besoin de se nourrir, il faut qu'il ait une indépendance alimentaire pour pouvoir entrer dans le jeu politique librement, c'est une idée profonde. Et une idée d'ailleurs qui, même au point de vue géopolitique, est une idée assez décisive. Alors, vous voyez, on pourrait dire enracinement grec, culture latine. Mais qu'en est-il du monde judéo-chrétien? Qu'en est-il de la Bible? On n'est pas du côté de la culture. On est du côté, avec la Bible, d'autres choses que l'enracinement, c'est certain, mais aussi d'autres choses que la culture. D'abord, il faut remarquer que même s'il y a une référence agricole forte, il y a presque toujours primauté de l'agriculteur mobile sur l'agriculteur fixe, c'est-à-dire primauté de l'éleveur sur le simple cultivateur. Bien sûr que mon père est le vigneron, dira Jésus, mais il est le bon pasteur. Et les figures de pasteurs, de bergers sont innombrables dans la Bible. Et dès le départ, c'est l'offrande d'Abel, éleveur, qui est agréée, et non pas celle de Caïn, vous voyez, cultivateur. Alors, peut-être parce que c'est une offrande liée au sang, et qu'on veut nous rappeler qu'il y a une dimension de sacrifice dans le rapport à Dieu. Ça, c'est sûr. Mais il est certain que les éleveurs ont une primauté. Alors, il faut aller un peu plus loin. Deuxième chose, le premier vraiment qui cultive la terre, qui se met à cultiver la terre, bien sûr qu'il y a Adam qui cultive la terre. On dit qu'il est là dans l'Éden pour cultiver, mais il y a un moment très important où est plantée la première vigne. Et c'est quoi? C'est après le déluge. Vous voyez? Cette idée qu'il y a eu un déluge, et on va se mettre à cultiver, non pas à partir d'une terre qui est déjà là, qui est généreuse, non, la terre est fragile, elle peut disparaître, elle peut être submergée. Vous voyez? Donc on ne peut pas se fier entièrement à la terre. Et le cultivateur vient après que la terre a réémergé. Donc après le déluge. Et cette culture après le déluge. C'est un autre point qui est très important et qui est profondément biblique. Mais surtout, la terre est vue comme un don de Dieu. La terre est donnée. La terre de l'homme biblique, ce n'est pas une terre où il est né, ça n'est même pas une terre qu'il a d'abord cultivée lui-même. C'est une terre qui lui est donnée par Dieu. Ça, c'est un point fondamental. L'appel des Hébreux en terre promise, ils vont aller sur une terre où il y aura des maisons qu'ils n'ont pas construites et des arbres qu'ils n'ont pas plantés. Ça paraît comme un scandale d'expulsion d'une population existante, mais ce n'est pas ça, bien sûr, qui est en jeu. Si vous regardez dans le Deutéronome, c'est dit juste après le schéma Israël. Donc c'est pour dire l'importance de ce texte. Vous avez tout le schéma Israël, c'est Deutéronome 6, 4, et quand vous arrivez de 4 à 9, et vous arrivez à 4, verset 10, « Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il a juré à tes pères », c'est un don,
en raison de la fidélité d'Abraham, Isaac et Jacob, qu'il a juré à tes pères de te donner, aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas creusés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés. On n'est pas dans la logique du cultivateur, simplement. Lors donc que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu jureras. Vous voyez, ici, il ne s'agit pas de chasser un autochtone légitime. Ce n'est pas ça ce qui est en jeu. C'est de nous rappeler que la terre est toujours promise. C'est-à-dire que notre habitation de la terre dépend de la promesse de Dieu, qui nous l'a donnée et qui fait que nous devons, sur cette terre, donner à notre tour. Nous avons reçu sans mériter. Nous devons donner, voyez, au-delà même de la simple justice. Et si vous voulez, c'est vraiment le fait d'habiter dans la justice et la miséricorde, qui est l'accomplissement ultime de la justice, qui est le cœur de l'habitation biblique. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que la grande institution n'est pas tellement la culture de la terre, ça c'est latin, voyez, c'est le Shabbat de la terre. Le fait qu'on puisse, à certains moments, laisser les terres en friche, et quand on les laisse en friche, ou qu'on laisse le bord du champ en friche, ou qu'on ne va pas ramasser les gerbes qui seraient tombées une fois qu'on a moissonné, vous voyez, tout ça qui est laissé aux pauvres, qui est laissé même à l'étranger. On pense au passage décisif dans la descendance de David, de Ruth, la Moabite, qui va justement glaner comme une pauvresse dans les champs de Boz, et Boz va la prendre, et il va y avoir la naissance d'Obed, père de Jessé, père de David. Élément pour rappeler au roi qui a tendance à tout accaparer, voyez, que non, il doit exercer la justice et la bonté, et que chacun doit avoir sa terre ou cultiver ou être libre, etc. Et donc le Shabbat de la terre, plus que la culture, vous voyez, c'est vraiment le moment où on laisse la terre se reposer, donc on reconnaît qu'elle est un don, c'est pas un lieu d'exploitation sans fin, où on laisse aux pauvres, et puis il y a ce grand Shabbat qui est le jubilé, où chacun réintègre sa terre d'origine. Et c'est pour empêcher la latifundia. Dans un monde où il y en a un qui a eu des mauvaises récoltes, ou qui s'est mal débrouillé, qui a fait un mauvais pari comme paysan. Donc il est pauvre, il a dû vendre sa terre, il devient manœuvre chez un autre, etc. Mais au terme des 50 ans, 7 fois 7 ans, 49 ans et la 50e année du jubilé, chacun réintègre sa terre initiale. Retrouve sa maisonnée avec son, vous voyez, selon le cadastre qui a été défini au temps de Josué. Donc vous voyez, bien sûr que c'est une utopie politique, est-ce que ça a jamais existé, est-ce que c'est réalisable? Mais c'est simplement comprendre que c'est cette manière où chacun a de quoi vivre, de quoi cultiver lui-même, et que quand il cultive, il doit veiller à la justice et à la répartition des richesses. Et plus qu'à la répartition des richesses, parce que c'est ça le sens du jubilé, parce que je peux être riche et avoir des terres et finalement ne pas distribuer le produit de la terre, simplement. Distribuer des revenus. Non, plus que la répartition des richesses, c'est même la juste répartition des moyens de production. Et on est dans ce que les Anglais, notamment Chesterton et Hilaire Belloc, ont appelé le distributisme. Et le distributisme, qui est ni le capitalisme ni le socialisme, disait-il, et qui n'était pas non plus l'idée qu'il faut une plus grande équité dans les salaires, une plus grande équité dans l'accès à la consommation, dans l'accès aux richesses. Non, il faut une plus grande équité dans la distribution des moyens de production, que chacun puisse produire lui-même. Vous voyez ?
Donc chacun son jardin, chacun ses machines, chacun son atelier. Il y a une sorte de rêve qui est vraiment biblique, hein, vous voyez, de la maisonnée qui contient son atelier, qui a sa vigne, qui a de quoi nourrir sa famille. Donc vous voyez, le grec habite dans le terroir, le latin habite dans la culture, mais le juif habite dans la justice. Et vous voyez, on n'est ni dans l'autochtonisme, ni dans le déracinement. On est dans un enracinement qui se fait plutôt dans le temps que dans l'espace. Vous voyez, fidélité, mémoire des dettes, restitution à chacun. Et on est dans une culture qui est pour la justice. C'est une justice où à chaque fois on se souvient qu'on a été esclave. On se souvient qu'on a été un étranger en terre d'Égypte. Et donc, on a le souci du pauvre, de l'étranger. Et c'est la grande thématique biblique. Et la terre comme don de Dieu, et non pas comme simple propriété privée, où le terme ultime de la logique, soit de l'enracinement, soit de la culture, c'est quand même la propriété privée. Non, il y a quelque chose qui est plus important que la propriété privée, et c'est la justice. Alors, ça nous fait arriver, pour conclure, pour arriver à la fin de notre réflexion, à ce que j'ai appelé quelques questions de taille. Il y a une primauté, je vous l'ai dit, de la justice. Et c'est ce que fait entendre la coutume du jubilé, qui empêche des grandes exploitations agricoles de se constituer, et donc qui empêche une expropriation définitive des petites familles qui cultivaient leur jardin ou leur terre. Mais derrière cette justice, il faut faire attention que ce qui est en jeu, c'est un rapport finalement à la réalité. C'est ce qu'avait très bien vu Steinbeck dans Les raisins de la colère. Vous savez que dans Les raisins de la colère, c'est l'histoire de ces familles qui sont expropriées, ces familles d'Oklahoma, suite au Dust Bowl. Vous savez, il y a eu des tempêtes de poussière qui fait que les récoltes ont été ravagées, qu'on n'a pas pu rembourser les emprunts faits à la banque pour d'autres mauvaises récoltes, si vous voulez. Et donc, il a fallu laisser les terres aux banques qui sont venues avec leurs gros tracteurs et partir pour la Californie. Et là, ces petits propriétaires terriens, ces agriculteurs qui sont dans une agriculture, on pourrait dire, de type biblique, c'est-à-dire familiale, vont découvrir les vastes exploitations de Californie. Et avec des types qui possèdent 1 million d'arpents. Alors, c'est complètement disproportionné pour eux. Alors, il y a un pasteur, le pasteur Casey, qui dit « Mais qu'est-ce qui peut bien foutre avec 1 million d'arpents ? À quoi ça peut bien servir 1 million d'arpents ? Pour une personne, ou pour même une famille. Enfin, ça n'a aucun sens. » Et il y a justement ces types qui sont très riches et qui sont des paysans parvenus, peut-être, alors, mais tellement parvenus qu'ils se baladent dans des automobiles blindées, que ce sont des types gras et mous, ils sont décrits comme ça. Et alors, vous voyez, il y a un problème. Quand je parle d'une question de taille, c'est une question d'échelle, finalement. Il y a un moment où c'est pas simplement qu'on a exproprié d'autres personnes, vous voyez, quand on étend son exploitation. C'est aussi que soi-même, on perd le contact avec la terre. C'est trop grand pour nous. Donc c'est pas proportionné à notre capacité de posséder et d'user d'une chose. Vous avez une page vraiment admirable de Steinbeck sur ces gens qui ont étendu leur domaine à l'excès, comme aujourd'hui ceux qui sont tout le temps dans des tracteurs finalement, dans des grosses machines qui font du bruit. Et quel rapport ont-ils au travail de la terre ? C'est une vraie question. Bon.
Toutes ces choses, ils les avaient, ils en étaient si riches qu'ils finissaient par ne plus les voir. Ils n'étaient plus tenaillés par le désir d'un bel arpent de terre meuble, d'une charrue au soc luisant pour le labourer, de graines à jeter au vent et d'un petit moulin qui ferait tourner ses ailettes dans le ciel. Ils ne se levaient plus pour écouter dans l'obscurité le premier gazouillis des oiseaux encore ensommeillés ou la première caresse de la brise matinale, en attendant qu'il fît jour pour aller travailler à leur champ bien-aimé. Vous voyez, paysan, son champ est bien-aimé, il a ce rapport à la nature, il écoute le chant des oiseaux juste avant l'aube. En perdant leur faim, FAIM, ils avaient perdu le sentiment de ces choses. Et maintenant, les récoltes se chiffraient en dollars. La terre était devenue un capital producteur d'intérêt et les moissons étaient vendues et achetées avant que la graine ne fût semée. On arrive dans une sorte de renversement de l'ordre des choses, mais aussi de perte du contact avec les choses. Et donc, ce n'est pas simplement le fait que le grand exploitant a chassé des petits propriétaires, c'est que lui-même est aliéné. La grande thèse de Marx, c'est que ce n'est pas les prolétaires qui sont aliénés seulement, c'est les capitalistes, ce sont les bourgeois eux-mêmes qui perdent le vrai sens de la production, et qui sont pris dans une sorte de développement automatique de la plus-value. Et là, non. Celui qui a une trop grande exploitation perd ce rapport au réel. Et vous voyez que c'est ça qui est premier. Ce rapport au réel qui est profondément lié au sens du partage, de la distribution, de la justice. Donc vous voyez, ça me fait arriver à mon deuxième point. C'est ce sens du réel qui est premier, qui est le sens de la justice, le sens de la communion, le souci de la dignité de chaque personne. Et cela, que l'on soit agriculteur ou artisan ou marchand ou financier. Rêver d'un monde où il n'y aurait plus que des paysans, si vous voulez, qui est une sorte de fantasme de certains écolos, bobos, qui n'ont d'ailleurs jamais travaillé la terre, pour certains, c'est une absurdité. Il y a des gens qui sont des artisans, il y a des gens qui sont faits pour être des marchands, et moi-même, je ne suis pas paysan, vous voyez. Je dois le reconnaître. J'ai essayé un potager, j'y suis à peu près arrivé, mais au fond, je vois bien que ma tâche ne peut pas être cette occupation-là. Ma tâche principale, ce n'est pas celle-là. Mais vous voyez, l'enjeu, c'est malgré tout de garder le sens paysan. J'y reviendrai. Garder ce rapport à la première justice, qui est de nourrir et de partager les nourritures. Même le financier, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le financier, je vous ai dit que le marchand, c'était plus des marchands, c'est un marché autorégulateur, donc un marché sans marché. Mais on a aussi aujourd'hui une finance sans finance, parce que financer, c'est un acte transitif. On finance quelqu'un, on finance quelque chose, on finance le projet de quelqu'un. Il se trouve que quelqu'un a des liquidités, qu'un autre a un esprit d'initiative, d'entreprise, et c'est normal que le financier aide cette... Mais à partir du moment où on est dans le capitalisme rentier, où l'on est non pas dans cet acte de crédit, où je suis la prise de risque de l'autre, mais où je cherche à m'enrichir ou à faire un coup de poker, vous voyez, je ne cherche que cela sans savoir ce qui est fait, comme dans la haute finance. On a des portefeuilles qui sont des titrisations de choses qui sont extrêmement lointaines, de titrisation de crédits hypothécaires, donc qui correspondent à des... Mais je ne sais plus la réalité qu'il y a derrière. Enfin, ça, c'est une catastrophe. Vous voyez ? Donc, la finance ne finance plus rien. C'est ça le problème. Elle devient un lieu où l'argent doit faire de l'argent. Donc, vous comprenez, chaque chose a sa place. Mais chaque chose a sa place à partir de ce sens du réel qui est donné premièrement par l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, vous voyez, on sent qu'il y a un ordre de la réalité. L'artisan, il a des matériaux, il sait quand même que le matériau contient un ordre, qu'on ne le travaille pas n'importe comment. Mais l'agriculteur,
plus encore. Parce qu'il suit des dynamismes donnés par un ordre qui est antérieur à lui. Il les accompagne, il les prolonge, il les perfectionne, il sélectionne les semences, mais, vous voyez, c'est toujours à partir d'un dynamisme qui lui est donné. Donc le sens que la réalité est une, comme dit Albert Borgman, un grand philosophe de la technique, commanding reality, une réalité qui commande, et non pas une disposable reality, c'est-à-dire une réalité disponible, voire même jetable. Disposable, ça veut dire les deux. Et derrière cela, bien sûr, ce sens qui vient du rapport à la Terre, mais qui doit aussi se souvenir toujours de la justice. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est là où on a un problème de taille. Si pour nourrir l'humanité, il faut passer par une agriculture dite conventionnelle, voilà, il faut encore prouver que l'agroécologie, vous voyez, est capable de nourrir. Parce qu'il y a ce souci de justice qui doit primer. Et non pas le rêve chthonien, chamanique, de résonance tellurique avec son terroir, avec son... Et non, c'est pas ça. Justice pour tous les hommes. Donc, je ne suis pas paysan, je ne suis pas Gustave Thibon, paysan et penseur. L'agriculture n'est pas pour moi une ressource, mais elle est une source. Et elle doit être pour tous une source. C'est en cela qu'il y a une espérance de la terre à travers la paysannerie. Le premier commandement, vous le savez, c'est un commandement qu'on traduit par « soyez féconds », mais qui se traduit littéralement par « fructifier ». Donc c'est toujours cette germination, donner du fruit. Et on sait que Adam tire son nom de l'Adama, de cette terre rouge, et que nous sommes faits pour travailler cette terre, non pas parce que ça durera toujours, mais parce que la terre est divine, vous voyez, comme dans le paganisme le prétendait. Non, on sait que cette terre va finir. Mais on le fait parce que c'est l'ordre de l'Éternel, parce qu'il a créé l'Adam pour cultiver l'Adama et pour manifester la lumière de la justice sur cette terre. Dans le même ordre d'idées, le digital, le numérique n'est pas sans valeur. Je ne veux pas le diaboliser puisque j'utilise même sa voix pour vous parler. Mais il faut reconnaître qu'il ne permet pas d'habiter la Terre. Il est de l'ordre du moyen, mais il faut reconnaître que le cyborg n'a pas de lien avec les choses qui poussent. Il fonctionne, mais il ne fructifie pas. La fructification est vraiment ce qui appartient au vivant. Donc, il y a un bon usage de la technologie. Mais ce bon usage de la technologie vient de ce qu'on subordonne la technologie à la technique comme savoir-faire, et même que la technologie garde le modèle paysan. Il faut être encore paysan quand on est dans le numérique. Reconnaître que c'est pas cette matière dont on ferait n'importe quoi, magique, voyez, qu'on pourrait exploiter, surexploiter à notre guise. Non, il y a un ordre qui est donné. Et donc, vous voyez, c'est cela, oui, c'est ce qu'on appelle le bon sens paysan. En réalité, c'est ce sens des saisons, ce sens d'une germination dont nous ne sommes pas la source. Donc, de cette réalité qui commande et non pas cette réalité disponible à portée de nos consommations, non, cette réalité qui commande. Et puis, il y a cette autre dimension qui est fondamentale et qui renvoie les dimensions les plus profondes aussi de notre vie spirituelle, la patience. Vous avez vu, non pas 8 jours, mais 8 mois, disait Socrate. La patience. Et pas seulement la patience, les choses prennent du temps. On ne peut pas accélérer le processus de germination. On ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus.
Mais il y a autre chose, c'est qu'on est livré à des aléas, à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Les dieux nous donnent la terre, les fruits, mais ils sont aussi les maîtres des intempéries. Donc patience et prière. Le paysan, il peut prier comme un superstitieux, il peut prier comme un païen, bien sûr. Mais au moins, il est dans cet horizon-là parce qu'il n'est pas dans un système de contrôle. Il y a quelque chose qui lui échappe, une opération qui est donnée, un certain sens d'une providence. Vous voyez, c'est là où toujours, vous voyez, le rapport à la terre du paysan reste fondamental, structurant pour toutes les autres opérations humaines, pour toutes les autres activités humaines. Mais cela en se souvenant toujours qu'il ne s'agit pas d'abord d'enracinement, ni d'abord de culture, mais de justice.